merci, bonjour à toutes et à tous. Bon, tout d'abord, merci Mickaël et l'ensemble des organisateurs pour cette journée de partage et d'échange. Donc, je m'appelle Valentin Roux, je suis enseignant-chercheur en psychologie du sport appliqué à la performance à l'Université de Nantes. Pas mal impliqué aussi sur l'accompagnement des staffs et notamment l'accompagnement des entraîneurs, j'en reparlerai tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de cette thématique de la relation entraîneur-entraîné. Alors j'ai mis quels enjeux pour le bien-être et la performance. Je vais essayer de vous présenter brièvement en gros, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette thématique, quels sont les enjeux qui peuvent être liés, et puis pourquoi est-ce que c'est important d'en tenir compte, en tout cas dans tous les processus d'entraînement, de compétition, mais aussi d'accompagnement dans le cadre de formation. Donc la première question finalement qu'on peut se poser pour introduire la thématique, c'est pourquoi explorer la relation entraîneur-entraîné. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette question? Alors, avant de rentrer dans les éléments un peu scientifiques, j'ai mis quelques exemples un peu de terrain et de contexte assez actuel. On a quand même maintenant de nombreux entraîneurs, athlètes de haut, voire très haut niveau, qui ont considéré que la qualité de la relation entre l'entraîneur et les joueurs, les joueuses, pouvait être un vecteur important de performance et de bien-être. Alors, je vous ai mis deux exemples pour citer l'ancien manager de l'équipe de France masculine de handball, Claude Onesta, qui indiquait que tous les résultats qui ont été produits dans les 15-20 dernières années par l'équipe de France masculine de handball, c'est ce chemin balisé par la confiance, le dialogue et l'engagement qui a hissé durablement les Bleus sur le toit du monde. Et puis un autre exemple un peu plus récent, et plutôt bien dans le contexte actuel à l'occasion des Jeux de Paris, c'est un des bilans d'un des rapports de l'Agence nationale du sport en 2019 qui disait que il sera, pour améliorer les résultats aux Jeux de Paris 2024, il sera indispensable d'optimiser les bénéfices marginaux, on parlait de bénéfices marginaux ce matin, en affinant notamment la question de la relation entraîneur-athlète à l'approche de la plus grande compétition de leur vie. Donc on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments de terrain qui nous incitent à aller chercher, à aller explorer qu'est-ce que c'est que cette relation et pourquoi elle peut être intéressante dans le cadre du bien-être et de la performance. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser maintenant, c'est finalement comment explorer cette relation? Quels sont les modèles qui existent aujourd'hui qui nous permettent de parler, de décortiquer qu'est-ce que c'est que la relation entraîneur-athlète? Dans la littérature, alors il y a plusieurs modèles qui se sont succédés, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais aujourd'hui, on a quand même un modèle qui fait bien référence dans la littérature et qui est assez consensuel, qui est le modèle des 3+1C de Sophia Jowett, qui à la base qui est enseignante-chercheuse en Angleterre et qui à la base est psychologue, qui a beaucoup travaillé notamment sur les Olympiades d'Atlanta en 96 et Sydney 2000, sur l'accompagnement d'entraîneurs, d'athlètes de haut, voire très haut niveau, sur cette question de la performance et du bien-être. Et donc, c'est vraiment tout ce travail qu'elle a pu effectuer. J'ai mis ce petit graphique-là parce que c'est vraiment un lien entre toutes ces observations de terrain, ces éléments qu'elle a pu récolter au quotidien avec les entraîneurs, avec les athlètes, qui lui a permis progressivement de modéliser un genre de modèle théorique sur quels sont les piliers d'une relation de qualité, et que c'est un modèle qui progressivement s'est affiné, s'est amélioré de par toutes les interactions qu'il y a pu avoir directement sur le terrain et tous les retours qu'il y a pu avoir. Et donc on s'inscrit ici vraiment dans une approche, on a parlé ce matin, de systémique de la relation entraîneur-athlète, dans lequel on s'intéresse pas uniquement à l'entraîneur, pas uniquement aux joueurs, aux joueuses, mais bien à tous ces processus d'interaction et d'influence réciproque qui impliquent l'entraîneur, d'une part, mais aussi les joueurs, les joueuses. Et donc, ce modèle-là, je vais vous le présenter brièvement juste après, mais il s'intéresse vraiment c'est vraiment l'essence de ce modèle, on est vraiment dans une approche systémique, et donc de toutes les influences réciproques qui peuvent rentrer en jeu entre l'entraîneur et les joueurs, les joueuses. Alors, pour rentrer maintenant un peu dans le détail de ce modèle, d'après tous ces travaux, ce modèle suggère que la qualité de la relation entre l'entraîneur, les joueurs et les joueuses peut être abordée au travers de trois dimensions. Trois dimensions que vous avez ici à l'écran: proximité, engagement et complémentarité.
Alors si on définit brièvement ces trois dimensions, la première dimension de proximité en haut que vous avez à l'écran, elle va refléter tout le degré avec lequel l'entraîneur et les athlètes vont éprouver mutuellement des sentiments de soutien, de confiance, de respect. Et ça va traduire la nature et l'intensité des liens affectifs qui vont lier l'entraîneur et les athlètes. Et donc, on est vraiment ici dans un des piliers qui est la dimension affective de la relation entraîneur-entraîné. La seconde dimension, ici en bas à gauche, qui est l'engagement, elle va refléter à quel point l'entraîneur et les athlètes vont se sentir liés l'un à l'autre, à quel point ils vont avoir l'intention de maintenir leur relation dans le temps, notamment autour d'objectifs communs pour atteindre des objectifs communs. Et donc ça traduit tout ce phénomène de co-construction d'un cadre de référence commun en termes de valeurs, en termes d'objectifs, en termes de manière de fonctionner qui vont lier l'entraîneur et l'athlète. Et puis enfin, la troisième dimension, c'est la dimension de complémentarité qui, elle, va faire référence à la dimension comportementale. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui se passe, comment fonctionnent l'entraîneur et l'athlète. Et donc, ça va traduire toutes les actions de coopération entre l'entraîneur et ses joueurs et ses joueuses. Comment concrètement l'entraîneur et les joueurs fonctionnent à l'entraînement, en compétition. Quels sont les comportements qui sont utilisés, quels sont les rôles de chacun, de chacune dans la relation, et puis comment se définissent, se répartissent, on va dire, les rôles et les responsabilités au sein de cette relation. Donc ça, c'est les trois piliers de ce modèle, mais comme vous pouvez le voir, on parle de modèle des 3+1. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un modèle qui s'est enrichi au fil du temps. Au départ, c'était davantage centré sur ces trois piliers. Et puis, au fil du temps, des interactions, il y a eu une quatrième dimension qui est apparue comme relativement importante pour aborder la question de la relation entraîneur-athlète. Et c'est notamment cette dimension qu'on appelle de co-orientation, alors qui est plus complexe, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'elle est quand même relativement complexe, elle nécessiterait qu'on prenne plus de temps pour en parler, mais qui, brièvement, en fait, va correspondre au degré de concordance entre ce que va penser l'entraîneur et ce que va penser l'athlète. Et donc, plus il va y avoir concordance entre ce que pense l'entraîneur et ce que pensent les joueurs, les joueuses à propos de la relation, et bien plus cette relation va être de bonne qualité. Concrètement, si on regarde ce schéma à l'écran là, ça traduit que plus il va y avoir des niveaux de proximité élevés, plus il va y avoir des niveaux d'engagement élevés, et plus il va y avoir des niveaux de complémentarité élevés perçus à la fois par l'entraîneur et à la fois par les joueurs, les joueuses, et que ces perceptions-là sont concordantes, plus la relation va être de bonne qualité et donc va avoir des effets bénéfiques sur le bien-être et la performance. Alors pour faire la transition, par rapport à ce modèle, on a aujourd'hui maintenant de nombreuses études scientifiques qui font consensus sur les conséquences ou les liens potentiels existants entre la qualité de cette relation et certains facteurs. Alors, on a fait une revue systématique en 2020 qui visait à essayer d'explorer l'ensemble des travaux scientifiques existants dans la littérature sur la base de ce modèle et d'essayer d'explorer quels pouvaient être les liens entre la qualité de la relation entraîneur-entraîné et d'autres facteurs. Et là, on a donc plus de 50 études qui indiquent que la qualité de la relation entre l'entraîneur et ses athlètes peut avoir des répercussions ou des liens, en tout cas, sur certains facteurs tels que des facteurs de performance comme les résultats produits ou certains facteurs tels que l'efficacité perçue d'un entraînement ou de stage qui pourrait être effectué. D'autres travaux ont également montré que la qualité de cette relation pouvait avoir des liens importants ou pouvait être liée de manière importante à plein de facteurs motivationnels tels que les objectifs poursuivis, la qualité des objectifs et l'atteinte de ces buts, également la persévérance, à quel point plus la relation était de bonne qualité, plus les entraîneurs et les joueurs, les joueuses estimaient être persévérants dans l'atteinte de leurs objectifs. Et puis d'autres éléments également en lien avec des facteurs de santé et de bien-être. Alors on a eu Sandrine tout à l'heure qui nous a parlé de burn-out. On a également pas mal de travaux dans la littérature qui suggèrent que
une relation entre l'entraîneur et l'athlète de bonne qualité était liée négativement à l'émergence de burn-out sportif. Également en lien avec plus la relation est de bonne qualité, plus les athlètes et les entraîneurs sont susceptibles d'éprouver des émotions positives au sein de leur relation à l'entraînement en compétition, mais aussi en dehors de ce cadre-là. Et donc, tous ces facteurs sont bien évidemment liés les uns aux autres. Donc on a aujourd'hui une certaine évidence scientifique dans les liens potentiels qui existent entre la qualité de la relation entre l'entraîneur, les joueurs, les joueuses, et certains facteurs, tels que certains facteurs de performance, de motivation, de santé et de bien-être. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans ces éléments, ce que je voulais vous présenter, c'était notamment sur cette question des liens potentiels avec les facteurs de santé et bien-être. Je vais vous présenter quelques résultats issus de mes travaux de thèse qui ont été réalisés en collaboration avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handball et qui visaient à explorer les liens potentiels existants entre la qualité de la relation entraîneur-entraîné, le stress perçu et l'occurrence de blessures chez de jeunes joueurs et joueuses issus de Pôle Espoir de la Ligue. Alors, pour vous présenter brièvement le protocole, donc cette étude elle a été réalisée en partenariat avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handball. On avait donc un partenariat avec les trois structures Pôle Espoir de la Ligue. Donc on avait Clermont-Cournon, garçons-filles, Lyon, garçons-filles, et puis on avait Chambéry également, garçons et filles. Donc ça nous a permis d'inclure 203 jeunes joueurs et joueuses impliqués dans ces Pôles Espoir, âgés donc en moyenne de 15 ans et demi. En termes de mesures, alors on mesurait plusieurs éléments, la qualité de la relation entraîneur-entraîné perçue par les joueurs et les joueuses, le stress perçu et vécu par les joueurs et les joueuses par le biais de questionnaires également. Et puis on avait accès au fichier de suivi des managers des Pôles Espoir sur le taux de participation, le taux de présence à l'entraînement. Et donc ça nous a permis de construire un indicateur sur le pourcentage de temps passé blessé, donc un ratio de temps passé blessé au cours de la saison. Donc en gros, les blessures, le taux de blessure a été appréhendé au travers de ce ratio, qui était finalement le nombre de jours où les joueurs et les joueuses ont été blessés et ne se sont pas entraînés dans la structure pôle pour cause de blessures, et le nombre de jours théoriques où ils auraient dû s'entraîner dans la structure. Et donc on avait un suivi longitudinal, donc pendant 3 ans on a travaillé avec les pôles, et donc là ce que je vais vous présenter c'est les résultats de travaux sur 1 an, sur une saison sportive. Donc en gros on faisait 3 temps de mesure par an, un premier temps de mesure en début de saison en courant octobre, un second temps de mesure en milieu de saison entre janvier et février, et puis un dernier temps de mesure en général qui était calé mi-mai, fin mai. Et donc, tout ça nous a permis de recueillir un certain nombre de données. Et donc, je vais vous présenter quelques résultats de cette étude. Alors, premièrement, ici, vous pouvez voir l'évolution. Donc, on a cherché dans un premier temps à essayer d'explorer comment évoluait la relation perçue au cours d'une saison sportive. Alors là, je vous présente les résultats plutôt au niveau interindividuel. Ce qui est intéressant, ce qui est ressorti, c'est qu'on a plusieurs trajectoires d'évolution, c'est-à-dire qu'on a pu ranger les athlètes dans différentes trajectoires d'évolution de la relation entraîneur-entraîné perçue au cours d'une saison sportive. On avait donc 5 trajectoires, des athlètes qui percevaient, ici en haut en bleu, une relation élevée et qui restait stable au cours de la saison. En orange, vous avez des athlètes qui avaient perçu une relation qui était plutôt de bonne qualité, donc élevée en début de saison et qui s'est significativement détériorée au cours du temps. Vous avez ici en vert des athlètes qui avaient perçu une relation moyennement élevée tout au long de la saison. En bleu clair, vous avez ici des athlètes qui avaient perçu une relation moyenne en début de saison et qui s'est significativement améliorée au cours de l'année. Et puis enfin, vous avez ici en rouge des athlètes qui ont perçu une relation qui était déjà assez faible, moyenne, faible en début de saison, et qui en plus de ça s'est détériorée au cours de l'année. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait que ça nous a permis d'identifier dans un premier temps que la relation est de nature dynamique, ça, je pense que tout le monde le fait, mais ça nous a permis déjà d'attester les choses sur le fait que c'est quelque chose qui bouge, qui est susceptible de fluctuer
au cours d'une saison sportive, eh bien, on s'est rendu compte que les athlètes qui appartenaient à ces différentes trajectoires eh bien, n'avaient pas les mêmes niveaux de stress perçus et le taux de blessure était différent en fonction de ces différentes trajectoires. Alors, je vous ai mis ici les taux de blessure et le niveau de stress perçu. Alors, on était sur une échelle de Likert de 1 à 7, donc sur l'ensemble de la saison sportive. Et donc, je vais attirer votre attention sur quelques classes et donc les résultats qui étaient significatifs. Je vais mettre en surbrillance ici les deux trajectoires qui sont détériorées au cours du temps. Et on peut voir ici que en fait, les athlètes qui ont perçu une détérioration, une dégradation de la qualité de leur relation avec leur entraîneur au cours de la saison, eh bien ici en jaune, ces athlètes avaient passé quasiment 70% du temps blessés au cours de l'année et avaient des niveaux de stress perçus à 2,8. Et puis les athlètes qui étaient dans la catégorie faible et en plus décroissante, eh bien ont passé 20%, quasiment 20% de la saison blessée avec des niveaux de stress encore supérieurs. Donc les résultats qui ressortent de manière significative, c'est que un premier résultat, c'est que les athlètes qui ont perçu en fait une dégradation, de manière générale, une dégradation de la qualité de la relation avec leur entraîneur au cours de la saison, ce sont ceux qui ont passé le plus de temps blessés au cours de l'année, et ce sont ceux qui ont éprouvé les niveaux de stress les plus élevés. Donc ça, c'était un premier élément de résultat. Et puis le deuxième élément, c'est la trajectoire qui est plus haute ici, c'est que finalement, les athlètes qui, à l'inverse, avaient perçu une relation élevée, de bonne qualité, et ce, tout au long de la saison, eh bien, c'est ceux qui avaient les taux de blessure les moins importants et qui ont perçu les niveaux de stress les moins élevés au cours de l'année. Donc là, on se retrouve dans deux formes de résultats qui concordent. C'est que finalement, la relation entraîneur-entraîné, à la fois, dans un premier temps, elle est dynamique, elle est susceptible d'évoluer au cours du temps, et que les athlètes ne perçoivent pas la relation de la même manière forcément avec leur entraîneur, et que ce qui est intéressant, c'est que la manière dont est perçue cette relation par les joueurs et les joueuses, et de comment elle évolue au cours de la saison, n'est pas associée, est associée en tout cas à des niveaux de stress perçus et des taux d'occurrence de blessures différents en fonction de comment est perçue cette relation. Donc ça, c'est un élément intéressant qui vient compléter les éléments de la littérature que je vous ai brièvement présentés dans la revue systématique tout à l'heure, qui viennent compléter, en tout cas amener de nouveaux éléments sur cette prise en compte de l'importance de la relation entraîneur-entraîné. Donc on a aujourd'hui maintenant une vraie évidence scientifique sur les liens potentiels de la qualité de la relation entre l'entraîneur et les joueurs et les joueuses à la lumière du modèle des 3+1C, avec de nombreux facteurs tels que la performance, la motivation, la santé et le bien-être. Et donc, le fait d'avoir ces éléments tangibles aujourd'hui, ça souligne l'importance d'aller s'intéresser à cette relation et surtout d'intégrer davantage, ça fait la transition avec ce qu'a présenté un petit peu Pierre juste avant, mais l'importance en fait d'intégrer davantage cette question de l'accompagnement, de comprendre qu'est-ce que c'est que une relation de bonne qualité, notamment dans le cadre de formation de cadres, et qui souligne aussi l'importance potentiellement d'accompagner les staffs, les entraîneurs dans cette démarche. Donc ça, c'est des choses qu'on fait maintenant, qu'on mobilise beaucoup maintenant avec mes collègues dans le cadre de formation des cadres, de formation d'entraîneurs, et beaucoup dans le cadre d'accompagnement des staffs. On est beaucoup impliqué justement dans l'individualisation, l'accompagnement des entraîneurs sur cette thématique pour essayer d'optimiser le bien-être et la performance au sens large. Donc c'est des choses qu'on fait beaucoup qu'on a fait beaucoup sur le bassin grenoblois, parce que j'ai fait ma thèse là-bas, et que j'essaye de remettre en lien cette année, notamment avec le CREPS des Pays de la Loire, avec certains entraîneurs intéressés. Et donc on est beaucoup impliqué maintenant dans l'accompagnement concret de staff à la lumière de ce modèle. Et donc on a développé une méthode assez rigoureuse là qui vise à se déplacer, de réaliser un diagnostic, en fait, de caractériser dans un premier temps l'état de la relation, de définir ensuite un axe de travail prioritaire, et une fois qu'on a identifié un axe de travail prioritaire, co-construire avec le staff, les entraîneurs, des stratégies d'intervention pour améliorer, optimiser la relation entraîneur-entraîné. Alors je vous ai mis un petit aperçu là, bref, de ce qu'on peut faire. L'idée, c'est
de se déplacer avec l'utilisation de divers outils quantitatifs, qualitatifs, questionnaires, entretiens, c'est de poser en fait un diagnostic le plus fin, le plus précis possible de l'état de la relation et donc en fait d'identifier des profils relationnels. Et donc ici, vous pouvez voir que dans ce petit profil relationnel, il semble qu'il y ait un déficit de perception entre ce que perçoit l'entraîneur et l'athlète sur la dimension d'engagement. Et donc ça nous implique de commencer à travailler avec ces personnes-là sur comment est-ce qu'on peut optimiser, par exemple, cette dimension d'engagement. Voilà, je crois que je suis pile dans le timing. Merci de votre attention.